Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Une particularité évidente du projet AP3C, c'est de produire, Mme Gomez en a un petit peu parlé, ses propres projections climatiques. Alors évidemment, vous doutez bien que la question qui est venue assez rapidement, c'est est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Il se trouve que oui. Parce que les modèles physiques du climat, tels que ceux qui sont utilisés par le GIEC, sont des modèles de recherche, encore actuellement, qui sont conçus pour répondre à la question pourquoi. Mais ce phénomène, le changement climatique, est d'une telle complexité que lorsqu'on répond désormais assez correctement à la question pourquoi, on ne répond pas à la question comment. Et en particulier, pas comment, ici et maintenant. Et il n'y a pas que moi, donc il n'y a pas que Vincent Caillis qui raconte ce genre de choses. La quasi-totalité de mes confrères, donc modélisateurs, physiciens du climat, est parfaitement au courant de ce que je viens de vous dire. Et n'hésite pas à le dire dans les réunions scientifiques, et occasionnellement à le dire et à l'écrire dans de la documentation accessible au grand public et aux décideurs. Et je vous ai laissé donc en bas là donc une référence où vous pouvez vérifier donc par vous-même. Donc ce qui est représenté ici, c'est la valeur de tendance, ou si vous préférez la pente d'évolution de la température en degrés par siècle sur la station de La Courtine en Creuse. Les 5 colonnes que vous voyez, ça correspond aux 4 saisons, et puis il y a le rappel annuel au bout. Les points rouges, ça correspond aux valeurs de tendance réellement observées, et les petits traits bleus aux valeurs de tendance simulées par un panel de modèles physiques auquel vous pouvez accéder donc, sur le site DRIAS, le futur du climat par exemple. Bon, à l'évidence, les évolutions simulées ne sont pas compatibles avec les évolutions observées. En moyenne annuelle, le changement climatique observé, donc c'est les dernières colonnes, va environ 1,5 fois plus vite que les diverses simulations, et au printemps, l'erreur est d'un facteur 3 environ. Alors, pour que les choses soient bien claires, bien net entre nous, les petits traits bleus, c'est ce qui est utilisé par la quasi-totalité des bureaux d'études en France, qui sont missionnés par les différents échelons territoriaux pour fabriquer des plans climat, énergie, territoire, des schémas régionaux climat, énergie. Et s'ils le font, c'est que ce genre de données, les petits traits bleus, c'est gratuit, c'est accessible en ligne, et puis il y a l'estampille utilisée par le GIEC. Mais cette estampille, elle ne vous garantit pas que ça va répondre concrètement à votre problématique territoriale. Pour mes collègues des chambres d'agriculture, là c'est un peu plus précis, c'est qu'à l'exception des projets donc AP3C et d'un autre projet sur l'arc atlantique qui s'appelle AgriAccept, l'ensemble des projets ayant trait au changement climatique qui sont déjà déployés ou en phase de déploiement encore, ces projets utilisent également les petits traits bleus. Donc sachez où vous mettez les pieds. Donc je vais passer assez rapidement sur cette diapositive qui prouve que l'erreur d'appréciation que je viens de vous décrire sur la courtine, c'est-à-dire le rapport entre l'observation et la simulation, particulièrement au printemps, c'est hélas valable sur l'ensemble du massif central. Donc là c'est le rapport d'erreur en facteur, donc 3, 3,5. Dans la mesure où cette erreur concerne la saison du printemps, qui est déjà actuellement une saison cruciale pour la production agricole, et qui est amenée à devenir encore plus dans le cadre du changement climatique, il n'était pas question pour le projet AP3C non seulement de subir cette erreur, mais aussi de l'infliger dans les résultats qu'on est en train de fournir. C'est la raison pour laquelle nous avons conçu en interne et utilisé un générateur stochastique de temps. Donc en anglais, si vous voulez vérifier la littérature, c'est Stochastic Weather Generator, SWG. Un outil que j'ai eu l'honneur de présenter lors des derniers ateliers internationaux des générateurs stochastiques de temps en mai 2016 et qui a été plutôt remarqué à l'époque dans le milieu spécifique. C'est pas passé aux 20 heures, évidemment. Donc ce genre d'outil, en fait, ça a plein d'usages possibles, mais ça peut être utilisé aussi, entre autres, pour créer des projections climatiques statistiques en compatibilité avec les observations climatiques réellement observées, avec les évolutions climatiques réellement engagées. Et les trucs, en fait, pour simplifier, qu'il y a derrière, c'est séparer ce qui est de l'ordre de l'aléa, purement aléatoire, et ce qui ne l'est pas dans une série chronologique. Donc cet après-midi, pour ceux qui souhaitent un peu plus de détails statistiques, mais je m'en arrête là. Mais c'est aussi quand même de régénérer un grand nombre de fois donc cette partie aléatoire d'une manière conforme à la partie aléatoire de la distribution observée. Pour faire cela, on a besoin d'énormément de données. Donc AP3C a fait l'acquisition d'une base de données observées quotidiennes entre 1980 et 2015. Des données de température, mini et maxi, des données d'évapotranspiration potentielle et aussi des données de précipitation. On a une trentaine de points de mesure, qui mesurent l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire ETP, température et précipitation. 30 stations supplémentaires qui mesurent les températures et les précipitations, parce qu'il n'y a pas de ETP partout.
et puis 30 stations de plus encore qui ne mesurent que les précipitations. L'explication elle est simple, hein. Les précipitations, comme vous devez le savoir, c'est le paramètre météorologique qui varie le plus dans l'espace et dans le temps, donc c'est là où on a besoin du réseau le plus dense possible pour avoir une description relativement correcte du phénomène. En tout, ça fait environ 3 millions de données qu'on a achetées sans aucune réduction d'ailleurs, environ 60 000 € auprès de Météo-France. Voilà, donc c'est une part importante quand même, on ne parle pas trop d'argent aujourd'hui, mais c'est une part importante du budget, c'est les données. Les données quotidiennes, ça fait beaucoup. Ces données, on ne peut pas les utiliser directement, il faut les traiter avant de les utiliser, en particulier pour en faire l'usage que nous on veut en faire, c'est-à-dire regarder ce qui est en train de se passer d'une manière chronologique. En particulier, il faut retirer les dérives et les erreurs liées au changement des conditions de mesure. Alors que ce soit dans l'environnement, c'est-à-dire un changement de capteur, de thermomètre par exemple, ou même un changement d'observateur. Parce qu'en fonction de la taille de l'observateur ou de ses habitudes, il regarde le thermomètre pas de la même manière et ça peut faire des différences significatives en termes de pente, donc observée. Donc une fois cette opération d'homogénéisation réalisée, on effectue l'analyse chronologique des séries, en commençant par le long terme, la tendance, les cycles, les évolutions de cycles, et puis en terminant par le court terme, tout ce qui est de l'ordre de la persistance. Alors pour que ça soit plus clair, la persistance, c'est l'influence que les observations des jours précédents peuvent avoir sur les observations des jours suivants. Voilà, c'est ça le phénomène de persistance. À la fin de cette analyse donc, chronologique ou organisationnelle, comme je l'appelle, on dispose déjà d'informations précises sur l'évolution climatique qui a eu lieu entre 1980 et 2015, et je vais maintenant vous présenter quelques résultats relatifs à la tendance observée. Donc, là c'est le paramètre le plus simple, c'est la température moyenne annuelle. Ce qu'on observe, c'est une tendance de l'ordre de plus 4 degrés par siècle. Alors, si vous préférez, 4 dixièmes de degré par décennie, mais c'est la même unité, c'est une unité de vitesse. C'est comme les kilomètres par heure à l'heure en voiture. Vous n'êtes pas obligé de faire 1 km pour avoir votre vitesse ou de parcourir 1 heure pour avoir votre vitesse aussi. Donc c'est une valeur de pente, 4 degrés par siècle, un petit peu plus forte vers l'est, un petit peu plus forte vers le nord-est, un petit peu plus faible au sud, puis à l'ouest, mais grosso modo c'est 4 degrés par siècle, et ça veut dire donc, sur les 35 ans des observations, que les températures moyennes annuelles se sont déjà élevées de 1,4 degrés. Diapo suivante, donc le printemps, les températures du printemps, si vous vous souvenez de la diapositive sur la courtine, ça ne doit pas vous étonner, c'est que c'est au printemps que la tendance de température est la plus forte, avec des valeurs qui varient entre plus 6,5 degrés à plus 8,5 degrés par siècle. Donc ça veut dire qu'entre 1980 et 2015, les moyennes de température maximale quotidienne, c'est-à-dire les températures de l'après-midi du printemps, se sont déjà élevées de 2,3 à 3 degrés. Ça, c'est absolument considérable pour une moyenne saisonnière. Évidemment, du jour au lendemain, on peut avoir des variations de 10 ou 15 degrés, mais en moyenne saisonnière, c'est vraiment extrêmement significatif. Donc pour terminer sur les tendances observées, je vous présente maintenant la tendance des températures moyennes de l'hiver. Alors ce qu'on voit apparaître, c'est un peu moins facile peut-être à lire, ce qu'on voit apparaître, c'est une tendance de fond de l'ordre de plus 1 à plus 2 degrés en périphérie du Massif central, mais c'est surtout un spot de forte valeur, jusqu'à plus 4,5 degrés par siècle, centré sur la Haute-Loire. Alors certes, le rôle de AP3C, et le mien en particulier, c'est pas de faire de la physique du climat. Mais quand même, je suis allé regarder à quoi correspond cette configuration donc, dans les modèles physiques du climat, et en particulier, ça correspond très bien à ce qui est analysé donc, sur l'Europe centrale, à une échelle plus large, comme une rapide diminution de la couche neigeuse hivernale. L'explication physique, elle est relativement simple. Le blanc de la neige, il est remplacé par le vert de la végétation ou le marron du sol, et ça capte beaucoup plus le rayonnement. Donc ça accélère la hausse des températures et la fonte de la neige résiduelle. Donc le phénomène, en fait, une fois qu'il s'est enclenché et qu'il n'y a pas de signal fort en sens inverse, il continue jusqu'au bout, jusqu'à temps que ça disparaisse. Et on est en cours donc, de ce phénomène. Alors, pourquoi est-ce que les modèles physiques du climat ne le voient pas ou très mal sur le Massif central? C'est assez bêtement à cause d'un problème de résolution spatiale. C'est que le pavage d'analyse et de projection donc des modèles globaux du climat, dans le dernier rapport du GIEC, c'est environ 100 km. Alors ça estompe fortement les reliefs. Donc c'est normal que ça soit presque pas donc, dans ce genre de résultats. Donc là, j'en ai terminé donc, avec les résultats observés. Je vais maintenant parler du futur. Toute la méthode d'analyse chronologique, les générateurs stochastiques de temps, très bien sur la période observée, mais qu'est-ce qu'on en fait vers le futur? Alors là, c'est un moment où on doit faire des choix vers le futur.
Ce que vous voyez ici, donc c'est un graphique du rapport du GIEC, hein, c'est une évolution de la température moyenne globale. Donc avant 2006, il s'agit d'analyse et d'observation, et après 2006, il s'agit de projection. Donc ce qu'on peut remarquer sur les projections, les petits traits de couleur, c'est que tous les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, du plus vertueux en bleu au plus trumpiste en rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si lui il voit ce que je veux dire, vous peut-être. Donc ils sont fortement entremêlés pendant 30 à 40 ans, et ça illustre l'inertie du changement climatique. Autrement dit, l'effet des réductions des émissions, de gaz à effet de serre, même si elles sont radicales à partir de maintenant, eh ben, ça se fera sans ressentir significativement qu'au-delà de 40 ans après qu'elles aient été mises en application. Alors jusqu'à cette échéance, tous les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre sont équivalents en termes de réponse climatique. Donc, personne, moi y compris surtout, n'est capable de dire quelle sera la courbe qui sera réellement suivie dans le futur. Et vraisemblablement, il n'y aura pas une courbe qui sera suivie, mais le climat réel sautera constamment d'une simulation à une autre. Donc c'est réellement, on ne peut pas savoir. Cependant, on est capable de raisonner en termes d'enveloppe. Et dans le projet appel tracé, comme dans le projet précurseur qu'on a mené en Creuse entre 2012 et 2015, on a choisi la trajectoire qui correspond à l'enveloppe basse. Et il se trouve que, par hasard, et j'assume le fait que c'est un hasard, voilà, cette enveloppe basse correspond de près à la prolongation de la tendance observée sur la période récente. Donc le futur climatique qui est décrit par AP3C, c'est un minimum raisonnable de la véritable évolution qui se produira jusque vers 2050. Donc j'ai listé, j'ai listé ici quelques facteurs d'accélération du changement climatique en cours qui pour la plupart ne sont pas pris en compte dans les modèles, donc pas pris en compte dans les courbes que vous avez vues précédemment. C'est une liste assez déprimante, hein, je veux le dire. Donc, et comme on n'a pas trop de temps, je vais juste regarder avec vous la première ligne. Politique de qualité de l'air des pays émergents. Ça semble étrange quand on peut parler de ce genre de choses, parce qu'après tout, les habitants des pays émergents ils ont bien le droit de respirer un air plus pur qu'actuellement. Très bien, oui, effectivement, mais ça réduit l'effet parasol. Alors c'est quoi cet effet parasol? C'est lié à l'émission permanente de grandes quantités de poussière et d'aérosols, essentiellement de nature industrielle. Et en moyenne, donc, ces particules, donc, elles captent, elles interceptent le rayonnement solaire et elles réduisent d'un facteur 2 l'effet de serre additionnel qui est dû à l'augmentation de la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère, elle-même d'origine humaine. Donc, autrement dit, pour un peu saisir les choses, si de jour au lendemain, baguette magique, on arrête toute émission d'aérosols et toute émission de poussière, alors le changement climatique que la surface de la Terre a connu depuis un siècle environ, il sera multiplié par 2. Et ceci en quelques semaines, le temps que les poussières et les aérosols retombent au sol. Donc, la poursuite de la tendance observée, je ne vais pas plus loin parce que c'est vraiment déprimant, la poursuite de la tendance observée, c'est bien le strict minimum de notre avenir climatique et on l'assume. Alors, comme on effectue des projections statistiques relativement peu coûteuses en temps de calcul, on peut en faire un grand nombre, et sur lesquels on vérifie le bon comportement de la moyenne, non seulement, mais aussi de la dispersion par rapport à l'observation. C'est-à-dire que ça soit compatible d'un côté comme de l'autre. Ce n'est pas uniquement la trajectoire principale, mais toute la dispersion possible. Ensuite, on effectue assez simplement des statistiques, mais là d'application, des statistiques descriptives, à différentes échéances. On a choisi donc 2 trames de description, une trame élargie maximale presque, c'est-à-dire avec le climatype 2000, qui correspond à peu de choses près à la normale climatique officielle 1981-2010. J'ai plus de détails sur ces problèmes de normale cet après-midi. Le climatique 2020, qui est le vrai climat de maintenant, à 3 années près, et qui peut être notablement différent de la référence officielle, à cause du changement climatique. Et le climatique 2050, qui correspond à l'échéance maximale de nos projections. On utilise aussi une trame resserrée autour des échéances 2020, 2030 et 2040 qui permet de décrire plus finement l'évolution climatique à venir sur des échéances qui sont en général plus opérationnelles pour l'activité agricole. Donc là, je vous présente une forme assez brute des résultats des projections climatiques. Il s'agit de tableaux d'indicateurs climatiques ordinaires, basiques, qui sont des documents de travail pour climatologues. Donc pour moi, ça me suffit, j'arrête la présentation. C'est une plaisanterie, évidemment.
Mais c'est vrai que moi, ce tableau-là, ça me permet de voir est-ce que j'ai bien fait les projections, etc. Enfin, de bien savoir ce qui est en train de se produire. Mais je vais vous donner quelques explications. En vertical, vous avez les 12 mois de l'année, et puis un rappel annuel au bout. En horizontal, vous avez 8 indicateurs thermiques standards. Alors, contrairement aux fiches climatologiques de Météo France, nous, on peut choisir l'échéance temporelle où on regarde les statistiques. Par exemple, 2020 en haut et 2040 en bas. Alors, je ne vais pas tout vous décrire, les 8 indicateurs, toutes les valeurs, etc. Donc, j'ai simplement surligné 4 cases. En jaune, le nombre de jours où la température est supérieure à 25 degrés en mars. Voilà, c'est une station relativement chaude, hein, c'est dans le Lot, en glace, oui, c'est ça. Donc, ça augmente d'environ 75% en 20 ans. Le nombre de jours où la température est supérieure à 30 degrés en avril, en orange, ça augmente de 100% en 20 ans. Alors ces deux indicateurs, pourquoi est-ce qu'ils augmentent aussi vite? C'est qu'ils bénéficient à la fois d'une augmentation rapide de la moyenne des températures au printemps, et aussi de l'augmentation de la variabilité, c'est-à-dire des écarts à la moyenne. C'est une double peine. Par contre, les gels tardifs de printemps et les gels précoces d'automne, les cases bleues, eux, ils évoluent presque pas parce qu'ils sont en tension entre ces deux phénomènes. C'est-à-dire l'augmentation de la température moyenne qui diminue le risque de gel, et l'augmentation des écarts à la moyenne qui lui augmente le risque de gel. Donc finalement, ça bouge presque pas. Donc en résumé, pour les températures, je dirais une évolution rapide au printemps, plus que sur les autres saisons, une évolution, une augmentation donc, des événements chauds d'autant plus rapides qu'ils sont rares, mais évidemment les événements plus chauds ne vont pas dépasser les événements moins chauds, mais en relatif, au plus l'événement chaud est rare, au plus il augmente rapidement. Par contre, pour les événements froids, je viens de vous en parler, il y a une évolution différenciée entre les événements fréquents qui, eux, diminuent sensiblement, parce que ça, c'est l'effet du réchauffement climatique, qui fait l'augmentation de la moyenne, et les événements rares qui, eux, ne diminuent presque pas, dont le risque se maintient. Donc, en principe, on aurait dû s'arrêter là, parce que on avait prévu, dans notre planning, dans notre plan de charge, on avait prévu jusqu'en début juillet d'être capable de produire uniquement les projections de température, mais on s'est dit quand même qu'il va manquer quelque chose si on ne parle pas du tout des aspects hydriques. Il y a plein de conclusions qui peuvent être modifiées ensuite selon qu'on a plus ou moins de précipitations, parce que les précipitations, si vous n'avez pas d'eau, vous faites pousser rien du tout. Donc on a travaillé d'arrache-pied, et puis on a réussi à effectuer quelques projections d'évapotranspiration potentielle, spécialement pour le colloque. Donc les informations que vous voyez à l'écran, elles ont été produites la semaine dernière. Donc on y voit une augmentation sensible de l'ETP au printemps et en été, les cases jaunes, une augmentation carrément radicale d'un facteur 4 au moins, du nombre de jours de forte évapotranspiration en mai. Pour cet indicateur d'ailleurs, vous pouvez le constater sur le tableau, c'est un mois de mai typique 2050, tableau du bas, sera comme un mois de juillet typique 2000 en haut. Vous voyez, 7,6, 7,8, donc voilà. Pour vous donner donc une idée de la vitesse du phénomène. Et à contrario, donc sur les cases bleues, on remarque une légère diminution de l'ETP en novembre et en décembre. Et ça, c'est pas nécessairement de bon augure non plus pour la production agricole potentielle de fin d'automne. On parle beaucoup de la production potentielle améliorée en automne, ça dépend. Il faudra regarder de près. Donc là, je vous ai fait un zoom sur le cumul de l'ETP sur les mois où habituellement c'est le plus utile, où il y a le plus de production. Alors ça dépend des stations, mais bon, j'ai fait une moyenne. Donc, ce que je peux dire assez simplement, c'est que la station de Landos-Charbon en Haute-Loire, elle était à 1150 mètres d'altitude. Regardez ce qui se passe en 2050, et c'est l'une des stations les moins évaporantes de notre réseau. Et en 2050, elle va rattraper ce qu'on connaissait en 2000 sur le Montat, dans le Lot, la station la plus évaporante du réseau. Donc en 50 ans, on a traversé toutes les possibilités sur le Massif central pour cet indicateur-là. Donc ça va vite, y compris donc, pour l'évapotranspiration potentielle, mais il fallait s'y attendre parce que l'évapotranspiration potentielle dépend énormément des températures. Donc j'en arrive aux constats globaux sur le volet hydrique en rappelant que, hélas, pour l'instant, AP3C n'a pas encore effectué de projection de précipitation, mais j'ai quand même récupéré quelques informations de projets, soit qu'on a fait avant, soit qui existent par ailleurs, pour que vous ne soyez pas complètement dans le vide sur la précipitation. Donc l'ETP est en forte élévation, une élévation qui est renforcée pour les jours de forte évaporation. A contrario, les jours de faible évaporation ne diminuent presque pas, c'est-à-dire de faible productivité potentielle, ils restent au même niveau. Ça ne s'améliore pas de ce point de vue. Et pour les précipitations, donc même si on ne sait pas exactement, donc pour l'instant, on ne peut pas vous fournir le signal exact,
On s'attend au minimum à trouver une concentration des précipitations, avec des averses fortes qui arriveront plus tôt en saison et qui laisseront la place à des périodes de sécheresse plus longues entre chaque précipitation. Alors si on résume les évolutions thermiques et hydriques en une seule expression, on peut parler d'une méditerranéisation rapide et hélas largement irréversible du climat du Massif central. Bon, pour ceux que ça intéresse, vous aurez beaucoup plus de détails sur ces aspects climatiques lors de l'atelier numéro 1 de cet après-midi, mais aussi pour ceux qui ne participent pas à cet atelier, vous avez dans votre documentation, c'est marqué climat expert, je crois, dans votre dossier, là, vous avez aussi des informations complémentaires. Donc je vous remercie et je laisse la parole à Marie Tissot.